Bonjour à tous, donc on est au musée d'art moderne pour découvrir ensemble l'exposition sur Dana Schutz qui s'appelle Le Monde visible, et je suis avec Anaëlle Pijat qui est critique d'art et commissaire de cette exposition. Donc Anaëlle, en fait, durant toute cette petite visite, va nous présenter un petit peu l'artiste que moi je ne connaissais pas jusqu'à la semaine dernière, et j'étais vraiment ravie du coup de découvrir cette peintre et qui est une artiste américaine qui est toujours en vie. Donc Anaëlle, si tu veux peut-être un petit peu plus Tout à fait. nous en dire plus. Bonjour Alice. Donc effectivement, Dana Schutz, elle est tout à fait en vie. C'est une artiste américaine qui est née en 1976, donc elle a 46 ans si je ne me trompe pas. C'est une artiste qui a été repérée à New York au début des années 2000, qui a participé par exemple à l'exposition Greater New York à PS1. Et qui est aujourd'hui une artiste très connue internationalement, mais dont cette exposition est la première exposition personnelle en France et même en Europe. Alors l'exposition a été initiée à Copenhague, au Louisiana Museum, mais dans un espace très différent, de taille plus restreinte. L'accrochage était extrêmement différent. Moi, ce que j'ai voulu dans cette exposition-là, c'était vraiment de montrer 20 ans de travail, de montrer toute son œuvre, à la fois d'en montrer les évolutions, les remises en cause permanentes, et puis aussi de montrer la cohérence de ce travail et tous les échos qu'on peut trouver dans son œuvre sur ces 20 années. Dans la première salle là, dans laquelle on se trouve, donc c'est le début de son travail, l'exposition est chronologique pour aussi montrer cette cohérence. Et puis pardon, l'autre chose aussi, c'est que dans l'exposition, j'ai voulu mettre l'accent sur la sculpture, parce que en fait, on voit, c'est une artiste qui est peintre, il n'y a aucun doute là-dessus, mais on voit dès le début, dès les premières salles là, beaucoup de figures de sculpteurs au travail, de sculptrices même au travail. Et puis à partir de 2018, elle se met à faire de la sculpture comme ça, et ça prend une place importante dans son œuvre, et ça va même, ça influence même sa manière de peindre dans les moments qui suivent. Donc c'est tout ça qu'on voit dans l'exposition. Et puis on voit aussi, pour revenir à cette première salle, deux thématiques qui s'entremêlent un peu, qui sont la représentation de l'intime, de choses du sensible, de sensations corporelles, et puis la position de l'individu par rapport à la société. On regarde ce tableau-là, on regarde ce tableau-là. Je pense qu'on peut peut-être commencer par ce tableau exemple, qui quand même surprend. Tout à fait, qui est très étonnant. Parce que c'est quand même rare de voir quelqu'un qui éternue autant. Voilà, donc je mets quiconque au défi de me dire dans l'histoire de l'art de citer une représentation d'un éternuement. C'est pourtant ce que fait Dana Schutz ici. Et justement, donc quand on lui demande, c'est un bon exemple pour parler de la manière dont elle travaille, ce tableau dans lequel on voit les yeux qui sont faits vraiment avec des colombins de peinture très très épais, et qui sont vraiment l'image d'une sensation physique. Quand on lui demande comment elle commence à travailler, elle répond souvent qu'elle travaille qu'elle réfléchit à partir d'un mot, à partir d'une sensation, et surtout à partir de quelque chose qui n'est pas représentable, la chose la plus difficile à représenter. Donc voilà, Sneeze en est un bon exemple. On peut regarder aussi ici ce self-eater, donc ce personnage qui se mange lui-même. C'est que ça, c'est assez cauchemardesque aussi, parce que c'est vrai que finalement quand on voit ces peintures au tout début, on se dit c'est assez coloré, on pense peut-être que ça va être assez joyeux, et finalement dès qu'on s'approche un petit peu… c'est les deux justement, exactement. Parce que ce mangeur de visage, donc ce personnage qui se dévore lui-même et qui se reconstruit en même temps qu'il se dévore, on peut le voir de différentes manières. On peut le voir peut-être comme une figure de l'artiste qui se transforme lui-même au fur et à mesure qu'il produit. Et puis peut-être qu'on peut le voir aussi avec une dimension plus politique, comme une image de la société qui se détruit en même temps qu'elle se reconstruit. Et d'ailleurs, quand vous parliez de cet aspect un peu contradictoire, un peu paradoxal entre des univers très colorés, très joyeux, et des situations très dystopiques, on peut regarder par exemple Civil Planning, qui date de 2004. Là, on a une salle qui concerne les premières années de son travail. Et Civil Planning, c'est exactement ça. On voit ces deux jeunes filles au travail, qui sont, au travail, en tout cas, qui sont occupées à construire, on ne sait pas très bien quoi, un petit édifice, dans un univers qui a l'air comme ça, très verdoyant, très luxuriant. Et puis, en même temps,
quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte qu'il y a des morceaux de corps, des fragments de jambes et des scènes finalement très très cauchemardesques, tout à fait, dans ce paysage, et que la situation est bien plus dystopique qu'on aurait pu le croire au premier regard. Et d'ailleurs, les deux formes ovales qui sont là-haut sont en fait des miroirs qui sont un peu énigmatiques, sont en fait des miroirs de surveillance. Donc ce paysage paradisiaque n'est pas du tout si paradisiaque et même tout à fait cauchemardesque. Ce qui est important, enfin, ce qui est important aussi de souligner, c'est que l'œuvre d'Anna Schutz, c'est assez souvent, enfin, a souvent trait à la représentation du désastre, à les situations les plus catastrophiques qu'on peut imaginer. C'est vrai que même moi qui suis assez angoissée par rapport à même le climat, etc., je me suis assez retrouvée dans ces toiles, en fait, parce que souvent elle a l'air de quand même dénoncer des choses, etc., sur la société actuelle, d'ailleurs comme cette toile, justement. Donc là, on est devant Presentation, qui date de 2005, qui est un très grand tableau et qui est un des chefs-d'œuvre de cette période. Oui, juste je fais un petit aparté, mais n'hésitez pas à nous poser des questions, parce que du coup, Anaëlle est là pour répondre à tout, donc vraiment n'hésitez pas, parce que du coup là on est au musée d'art moderne et on fait une visite guidée de l'exposition d'Anna Schutz, Le monde visible. Voilà, donc je te laisse présenter cette toile. Et donc Presentation, c'est un corps comme ça en décomposition qui se trouve étendu, on ne sait pas très bien comment. C'est une scène assez énigmatique, enfin on ne sait pas très bien sur quoi. C'est une scène assez énigmatique, on ne sait pas si c'est une scène d'enterrement ou bien si ce corps vient d'être exhumé. Ce corps en décomposition, il a des couleurs folles, il a des violets, des verts, des jaunes, des oranges. C'est un peu comme la palette de l'artiste, au fond. Et cette civière sur laquelle ce corps est étendu apparaît éventuellement aussi, peut apparaître comme la toile du peintre. Et puis, au-dessus de ce corps, il y a tous ces visages, cette foule qui peut évoquer un peu les compositions sinusoïdales comme ça, de foule du gothique international. Cette foule est composée de visages très nombreux, très expressifs. Alors, ce ne sont pas des portraits, mais on voit dans chacun vraiment une individualité assez remarquable, et c'est une chose importante dont on reparlera peut-être tout à l'heure, parce qu'à partir du moment où elle commence à faire de la sculpture, comme je le disais, sa peinture change et les visages deviennent beaucoup plus abstraits, ils ressemblent un peu à des nuages, et pourtant ils conservent chaque fois leur très grande expressivité. Donc pour revenir à cette image, c'est en fait une leçon d'anatomie. On peut penser par exemple à la leçon d'anatomie très célèbre de Rembrandt. Anna Schutz cite un autre tableau qui est un tableau d'un peintre américain du 19e qui s'appelle Thomas Eakins, et le tableau s'appelle Agnew Clinic. C'est en fait une reprise de cette leçon d'anatomie de Rembrandt, et c'est un tableau qu'elle avait vu au Met à l'époque où elle a peint ce tableau. Parce que du coup, c'est elle qui fait les références, en fait, c'est elle qui explique ses propres références qu'elle a utilisées, ou c'est par exemple toi qui fais tes recherches et trouves certaines références elle parle très volontiers. C'est vraiment une œuvre qui est pétrie d'histoire de l'art. Et non, elle a beaucoup regardé, elle regarde beaucoup, et elle parle tout à fait volontiers. Agnew Clinic, c'est elle qui le raconte. Peut-être on peut dire que dans cette grande salle, ce mur-là, je vous parlais de ces deux thématiques tout à l'heure, de l'intime et de la société, en gros, et de l'individu par rapport à la société. Ce mur-là, c'est vraiment ce sujet de l'intime, de la reconstruction. On voit des personnages qui reconstruisent des corps, qui déconstruisent des corps, comme par exemple c'est twin parts, qui veut dire pièces détachées. Donc on voit ce personnage qui prend des jambes sur une étagère, enfin des morceaux de corps, on ne sait pas très bien ce que c'est d'ailleurs, des nez sur cette étagère pour se reconstruire un peu à la manière de Frankenstein, enfin comme une sorte de robot. Et puis l'autre mur, au contraire, est beaucoup plus ancré dans les réalités américaines contemporaines, du début des années 2000, on est vers 2004-2005. Par exemple, avec ce tableau Fanatics, dont le titre parle de lui-même, et qui a évidemment ceci de saisissant que
il est peint 16 ans avant l'invasion du Capitole, voilà, avec ce personnage, avec les cornes. Et puis il y a aussi ce rapport, on parlait de Self-Eater, le tout petit tableau de ce mangeur de visage tout à l'heure, ce personnage qui se mange lui-même. On parlait d'une image politique et de ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Et il y a toujours ça chez Dana Schutz, enfin en tout cas il y a ça ici aussi, ce rapport entre l'intérieur dans lequel on se trouve finalement, nous regardeurs, et l'extérieur dans lequel se trouvent ces fanatiques et cette barrière brisée qui peut-être va permettre ce renversement. Ah oui, elle est très en activité. Et puis on va voir dans quelques mètres, enfin dans quelques salles, ces tableaux les plus récents. Elle a fini les derniers tableaux de l'exposition quelques mois, quelques semaines avant que l'exposition ne commence. Ouais. Ah oui, donc là vous allez voir en fait des œuvres que personne d'autre a vues, c'est ça? Une œuvre que personne n'avait vue et un grand nombre qui ont été montrés pour la première fois au Louisiana à Copenhague, mais qui étaient montrés au Louisiana pour la première fois il y a au mois de février dernier. C'est cool, c'est cool. Ouais. Trop bon. Mais c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'en fait, là, elle fait des scènes qui ont l'air assez modernes, mais qui finalement font aussi écho à, je pense, quand les gens étaient tués sur la place publique, etc. Et en fait, les gens venaient là pour voir le spectacle. Et finalement, on voit aussi dans tous les visages qu'il n'y a pas trop de gens qui sont choqués, etc. Donc moi, ça m'a fait un peu bizarre parce que je me suis dit, finalement, tout se répète et la nature humaine est assez étrange. Pourquoi il y a des drames, etc. quoi. Alors ici, on est dans une zone une atmosphère un peu différente qui est consacrée à l'atelier de l'artiste. Et en fait, on se rend compte là que dans ces trois tableaux, finalement, ces trois tableaux sont un peu comme des figures d'artistes, ce sont des figures d'artistes. Et par exemple, si on regarde celui-ci, qui s'appelle Flasher, c'est-à-dire exhibitionniste, en fait, on se trouve devant un personnage qui ouvre son manteau, comme ça, comme un exhibitionniste. Et puis, on voit à l'intérieur de son manteau tous les outils du peintre, les outils de l'artiste. Des ciseaux, une équerre, une scie. On voit aussi, on a l'impression presque que son manteau devient la toile. Et que le peintre, c'est une figure d'écorché et que la figure d'écorché de l'artiste, au fond, on verrait ses outils. C'est le cas aussi de ce tableau qui est accroché juste à côté, dans lequel le dos de ce vieux peintre qui est en mauvaise santé est scarifié avec l'image d'un aigle. Et puis il y a cette présence de la palette aussi, qu'on retrouve à plusieurs moments dans les tableaux qui viennent, qui arrivent là. La palette qui a l'air un peu d'une sorte de silex presque d'homme préhistorique, de silex taillé, qui est très étrange. Évidemment, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a énormément d'humour dans cette œuvre. Par exemple, si on regarde ce tableau qui est très extraordinaire, Swimming, Smoking, Crying, quand je vous disais tout à l'heure à propos de Smith qu'elle commence elle commence un tableau avec l'idée de représenter quelque chose qui n'est pas représentable. Voilà un bon exemple. Est-ce qu'on peut pleurer dans l'eau? Est-ce qu'on peut fumer en nageant? En tout cas, cette femme essaye de tout faire et dans un jeu de glacis, de transparence et de reflets qui est, à mes yeux, très remarquable. Et puis ensuite, on arrive ici au moment où elle commence la sculpture. Donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, à partir de 2018, elle se met à travailler la sculpture, donc elle se met à travailler la terre. On en verra davantage tout à l'heure. En tout cas, c'est une pratique qui transforme beaucoup sa peinture et dans lequel on voit apparaître ces fonds très sombres. Par exemple, ici, Le Monde Visible, c'est le tableau qui donne son titre à l'exposition. Le monde visible dont on parle, c'est évidemment le monde de la peinture, c'est le monde des images. Par contre, ce tableau, on ne peut pas trop vous le montrer en live, mais il faudra aller voir l'exposition pour le découvrir. C'est une sorte pour la raconter, en fait, c'est une femme qui est accrochée sur son rocher comme une sorte
de nouveau Prométhée enchaîné, mais qui est aussi très énigmatique. Il y a un oiseau aux ailes en forme de palette d'un peintre qui lui apporte une framboise. Et dans un paysage de tsunami et là aussi de désastre assez fort, il y a une échappée bleue dans le ciel qui laisse peut-être poindre une forme d'espérance. Et puis ensuite, on arrive donc là dans une sorte de galerie des batailles et où on voit apparaître ces têtes en forme de nuages, comme on en parlait tout à l'heure. Ces personnages qui sont toujours groupés les uns avec les autres, qui tirent dans différentes directions sans bien parvenir à avancer finalement. Donc ici, c'est Blind Search Party, référence évidemment à la parabole des aveugles de Bruegel. Et je vous parlais de ces têtes en forme de nuages qui chacune conserve malgré tout une forme d'expression. Et cette toile en est un exemple. Un peu comme ici dans Beat Out the Sun. Donc là, on est autour de 2018 aussi, où vous voyez cette frise de guerriers qui peut évoquer des bas-reliefs égyptiens ou bien des bas-reliefs assyriens, mais c'est des guerriers un peu particuliers puisque vous voyez par exemple la marinière de Picasso qui s'est perdue là, on ne sait pas très bien pourquoi. Il y a Achille, le guerrier antique, avec son talon blessé. Et puis, ils avancent vers le soleil. Le tableau s'appelle donc Beat Out the Sun, donc battre le soleil. Et en arrivant devant le soleil, ils se rendent compte que les rayons, finalement, sont plus comme des gourdins ou bien comme des frites et que peut-être leur bataille est un peu vaine et que finalement, ça ne sert à rien d'aller se battre contre le soleil. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Il y a tout un bestiaire qui apparaît à partir de ce moment-là. Donc ce petit escargot, des animaux de toutes sortes, peut-être un chat, peut-être... il y a aussi des oiseaux qu'on pourra regarder tout à l'heure qui apparaissent. Et c'est quelque chose qui a une dimension un peu médiévale pour elle. Je ne sais pas trop à quoi ça vous fait penser, toutes ces toiles, mais du coup, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Un microbe, ah bah oui. Du coup, je leur demandais un petit peu à quoi ils pensaient quand ils voyaient toutes ces toiles, etc., tous ces personnages un peu étranges. Parce que c'est vrai je trouve qu'on pense souvent à d'autres choses. Moi, j'ai pensé, je ne sais pas si tu avais en tête, mais tu sais, les romans pour enfants, je crois que c'était L'Arbre sans fin, de Claude Ponty. Si vous êtes né dans les années 90, début 2000, peut-être que vous voyez, mais du coup, dès que j'ai vu, moi, ces petits personnages, un peu cauchemardesque. Alors, je ne sais pas, c'est un grand dessinateur, Claude Ponty, évidemment. Je ne suis pas sûre qu'elle ait connaissance de Claude Ponty, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle mélange dans son œuvre les références de la haute culture et de culture populaire. Ça, c'est évident. On est avec Bruegel, mais on est aussi avec le cinéma de science-fiction, le gore. Oui, tout à fait. Il y avait une question. Quelles sont les... J'ai pas compris, pardon. Quelles sont les principales influences de l'artiste et donc c'est des anciens maîtres. Mais justement, c'est exactement ce qu'on était en train de dire, c'est-à-dire qu'il y a de tout. Vraiment, elle mange de l'histoire de l'art. On parlait de Bruegel à propos de la parabole des aveugles, on parlait de Rembrandt, on parlait de Thomas Eakins, qui est un peintre du 19e. On parle de Philip Guston. À multiples égards, elle mélange vraiment des références à la peinture depuis des choses très anciennes à des choses contemporaines et en même temps avec la culture populaire qui est présente aussi un peu comme un sous-texte et qui se mélange sans aucun problème. Ce tableau-là, Sai, c'est un... Je vous parlais de ces têtes nuages et de ces têtes en forme de palette. Comme on le voit là, c'est une figure peut-être une figure de guerrier qui rentre un peu du combat comme ça avec son arme sur l'épaule, peut-être une figure de peintre aussi, peut-être que c'est aussi l'image d'un peintre fatigué. Et puis il y a ce rouge magnifique. Ce qui est certain, c'est que c'est une figure solitaire et elle parle parfois quand on regarde ce tableau. Elle a parlé, je l'ai entendu parler, on a parlé en tout cas de la représentation de Saint Jérôme seul dans son atelier, dans lequel il y a toujours cette présence du rouge. Ouais. Quels sont ces engagements de négociation
C'est une œuvre qui parle du monde contemporain. C'est une œuvre qui regarde le monde contemporain depuis le début des années 2000 et qui y répond et qui le montre avec des formes et avec des couleurs. Et par exemple, je vous disais que cette pratique de la sculpture avait pour effet de donner quelque chose de plus mental à son travail. Et on se trouve ici, dans une salle avec des têtes, justement, où on voit un personnage se prendre la tête, avec ces effets de relief très saisissants, où là, vous voyez l'épaisseur de la peinture. Il n'y a rien en dessous, hein, c'est vraiment de la peinture pure. Oui, c'est fou quand même. De dire que c'est aussi épais. Je ne sais pas si on voit bien, mais... Il y a des personnes à qui ça fait penser à Autodix. Alors absolument, c'est très très juste. Et j'allais justement vous parler d'Autodix dans quelques minutes. C'est tout à fait le cas. Avant de parler d'Autodix, on peut aussi parler d'Autodix d'ailleurs à propos, mais il y a un autre exemple comme ça d'une tête avec ces reliefs de peinture complètement extraordinaires qui est ici ce traveler, donc un voyageur, où vous voyez vraiment des colombins de peinture dans ce personnage solitaire et là encore dont la tête devient comme une forme de palette. Est-ce qu'il y a des autoportraits dans l'exposition? Alors, Dana Schutz a fait des autoportraits. Il y a... oui et non, dans l'exposition, il y a beaucoup de figures d'artistes. Alors, quand un artiste représente une figure d'artiste, c'est peut-être jamais très loin. Je ne crois pas que ce soit des autoportraits à proprement parler, alors qu'elle a fait, on connaît des autoportraits d'elle, mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de figures d'artistes. Et elle a fait des autoportraits, mais qui ne sont pas dans l'exposition strictement. Et donc, pour répondre à la personne qui parlait d'Autodix, par exemple, on peut parler d'Autodix devant ce tableau. Et c'est intéressant parce qu'on en reparlera tout à l'heure à propos d'une sculpture. Ce tableau, il s'appelle The Victor, donc le vainqueur. Et puis évidemment, c'est un peu un vainqueur paradoxal, puisque c'est un vainqueur qui rentre de la guerre avec un trou dans la tête, un peu comme lui d'ailleurs qu'on regardait. Il a la tête bandée, il est en une sorte de position assez instable dans son fauteuil, poussé par une sorte de petit Sisyphe qui grimpe la montagne comme ça, et qui le pousse ou qui le retient, on ne sait pas trop. Et c'est vraiment, c'est un peu une gueule cassée, c'est vraiment ce guerrier blessé. Donc c'est tout à fait l'atmosphère d'Autodix et de ces soldats qui rentrent de la guerre, peut-être vainqueurs, mais en très mauvais état, très mauvaises conditions physiques. Est-ce que vous pouvez nous dire comment Dana Schutz fait pour créer cet effet d'une peinture qui n'a pas l'air sèche, même si quand on la voit, en fait, en vrai, elle est sèche, mais avec ses touches, ses amas de peinture? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, en fait, vous avez peut-être remarqué, on s'est pas arrêté devant des premiers tableaux, mais dans la première salle de l'exposition, il y a un tableau qui s'appelle Daughter, donc fille, qui représente une jeune fille avec un t-shirt qui est très drôle. Enfin bon, peu importe, on n'est pas devant elle. En tout cas, dans ce tableau, la peinture est totalement plate, assez mate, et effectivement, je ne sais pas si ça se voit assez, mais visiblement si, à travers les images, au fur et à mesure qu'on avance, l'épaisseur, la couche picturale augmente, et ces matières sont beaucoup plus visibles et beaucoup plus tourmentées. Et c'est tout à fait, oui, c'est tout à fait juste aussi. Du coup, là, on va direction ces œuvres de sculpture, c'est ça? Absolument. Okay. Là, on est en plein dans les années récentes de son travail. Je voulais... donc, il y a une salle de sculpture qui est vraiment consacrée à la sculpture, mais je voulais d'abord qu'on regarde ces deux œuvres, puisque sont ici mis en parallèle une sculpture et un tableau sur le même thème. Et alors en fait, ça montre bien comment elle travaille. Souvent, les sculptures s'inspirent d'un thème qu'elle a déjà traité en peinture.
mais en fait de manière très différente. Puisque là, vous avez par exemple ce tableau qui s'appelle Boatman, qui montre la figure d'un ventriloque tout seul sur son bateau. Donc là aussi, une situation assez vaine. Il fait son spectacle tout seul sur son bateau, tout seul sur l'eau. C'est la piste d'un cirque, mais c'est d'un cirque dans lequel il est bien solitaire. Et puis, il a dans les mains cette petite marionnette qui est comme la marionnette du ventriloque, quoi. On ne sait pas très bien qui parle, on ne sait pas très bien qui manipule qui. Et puis, quand il passe, il a l'air un peu las, ce personnage. Et puis, quand elle passe à la sculpture, eh ben, la situation est assez différente, puisque déjà, la petite marionnette du ventriloque a d'énormes mains qui sont complètement disproportionnées. Ah oui. Alors, on peut imaginer que ce sont peut-être les mains de l'artiste qui malaxent comme ça la terre. On voit bien sur cette sculpture, enfin on le voit bien sur toutes, mais on voit bien là aussi, à quel point elle travaille la terre avec des très hauts reliefs qui créent des contrastes d'ombre et de lumière, comme par exemple ici, extrêmement forts. Et quand je vous disais tout à l'heure que la pratique de la sculpture change sa peinture, eh ben c'est ça. En fait, ces fonds noirs, je pense qu'ils viennent de là. Ces contrastes de couleurs, ils viennent aussi de là. C'est un endroit très éclairé, comme l'arête du nez ici, et puis la profondeur du creux des yeux. Voilà. Et puis ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit comment le personnage a évolué. Donc là, par exemple, il est très élégant, il a des petits motifs. Il y en a un autre que je vais vous montrer là-bas sur sa chemise. Il y a les petites lignes sur le pantalon, les petites chaussures. Voilà, il y a aussi quelque chose de très drôle, évidemment, dans ce personnage un peu grotesque, presque un peu burlesque. Et elle travaille avec quelle matière? Parce que là, c'est vrai qu'on dirait de la terre. Alors, mais en elle même travaille, temps, je vais vous raconter ça. Du fer. Absolument, oui, non, c'est pas du fer, c'est du bronze. Mais elle travaille seule. Elle travaille seule dans son atelier, en peinture comme en sculpture. Enfin, elle a un assistant qui l'accompagne pour les choses administratives, mais c'est vraiment une artiste qui se confronte à la matière. Et pour la sculpture, alors voilà comment elle fait. Elle travaille d'abord avec des armatures, donc là quand même il y a parfois quelqu'un qui l'aide pour construire l'armature, et ensuite elle monte la terre, elle travaille avec de la terre seule, et puis une fois que la chose, mais donc il faut imaginer, c'est énorme, enfin, c'est totalement virtuose comme manière de faire, et puis ensuite les œuvres sont transportées à la fonderie, et les œuvres sont fondues en bronze, et elle suit ça d'assez près. Parce que vous voyez, de très près même, elle surveille aussi le travail, les questions des patines. Parce que le bronze, une fois qu'il est fondu, on lui fait une patine. Donc là, par exemple, c'est une patine foncée. Et puis là, il y a une patine beaucoup plus claire, par exemple, sur cette odalisque. Et c'est intéressant de regarder cette sculpture-là qui s'appelle De Vector aussi, comme le tableau qu'on a regardé tout à l'heure. Parce que c'est le même sujet, mais l'atmosphère est totalement différente. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout chez Autodix. On est chez Oscar Wilde plutôt, c'est-à-dire qu'on est devant la figure d'un dandy avec un fauteuil. Voilà, le petit chien. Alors en fait, le petit chien était déjà dans l'autre tableau, mais il n'était pas du tout aussi vaillant et le nez, la truffe aussi haute et il était beaucoup plus écrasé. Et là, on voit un peu comme le ventriloque, ce personnage très élégant, là aussi avec des petits chevrons sur sa chemise, le rebord de sa veste. Les jolies petites chaussures qui sont ici. Et en même temps, la composition est la même, c'est-à-dire qu'il est quand même dans un équilibre précaire sur un fauteuil certes plus élégant, mais quand même dans un équilibre très instable. Et je crois qu'il y a aussi le petit oiseau qu'on voit dans certaines de ces toiles, tout rond. Si je dis pas de bêtises, non? Comment? C'est pas le petit oiseau qu'on voit aussi dans... Il est là, le petit oiseau. Ah ok, j'ai cru que c'était un petit oiseau. Oui, pardon. Oui, c'est Sisyphe, c'est un oiseau Sisyphe. Ah oui, ok, d'accord. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Si, c'est absolument... Ouais. Et puis, donc là, on arrive dans les dernières salles avec ces très grandes compositions dans lesquelles on voit ces groupes de personnages qui tournoient dans l'espace et qui sont un peu comme dans la galerie des batailles qu'on regardait, des personnages liés les uns aux autres, qui essayent d'aller dans des directions différentes et qui n'y arrivent pas. Donc, par exemple, c'est le cas dans ce tableau-là, qui s'appelle The Arts, donc les arts. Et il y a quelque chose un peu de Don Quichotte dans cette équipée étrange, évidemment très grotesque, évidemment pleine d'humour, très drôle.
vous avez ces têtes un peu cartoon nuages, et en même temps, chacune d'entre elles est quelqu'un. Enfin, on a l'impression de voir quelqu'un, ça ne sont pas juste des portraits évidemment. On parlait des figures de peintres qui sont toujours présents. Là, il y a quelqu'un qui tient une toile, c'est un peintre. Et voilà. Et puis peut-être qu'on peut conclure la visite avec ce très grand tableau qui s'appelle The Public Process. Donc, le processus public, c'est un titre assez mystérieux en anglais déjà, dans lequel on voit le mélange du privé et de la sphère privée et de la sphère publique, c'est-à-dire que devant, il y a 3 figures qui sont 3 figures d'artistes. Cette femme qui est à la fois en train de peindre et d'accoucher, ce petit personnage bleu qui est un peu la figure du poète qui regarde le ciel, un peu comme s'il consultait les augures, et puis cette figure d'artiste qui est un peu un hippie qui a mal tourné, c'est-à-dire que en fait, il tient dans sa main un seau de sang et il est en train de marcher vers la barbarie avec sa main comme ça un peu en rabougri, en forme de moignon, terrible. Et il marche vers une scène d'une grande violence, de décapitation, et on passe là dans la sphère publique et puis on remonte et on voit ces personnages un peu voyeurs qui sont en train de regarder ce qui se passe à l'intérieur, de se demander. Et puis on se cogne à ce mur, qui est un mur, qui est une palissade, mais qui est aussi peut-être la toile de l'artiste, puisque la toile du peintre, puisqu'on voit ce petit post-it jaune, et puis on voit des esquisses un peu. Et au fond, c'est cette idée qu'il y a quelque chose de l'arène publique là-dedans, et que la toile du peintre, c'est un peu comme l'arène publique. Et que c'est une manière de parler du monde comme ça. Et puis évidemment, on est chez Dana Schutz, donc il y a toujours, comme dans une danse macabre, comme dans une sorte de sarabande, la dureté du monde qui se mêle au rire. Et par exemple, il y a cette dame en violet, là, avec son collier de perles et ses grandes bagues et son vernis à ongles, qui s'appuie sur un nuage en train de pleuvoir, comme si le nuage pouvait l'aider d'une quelconque manière. Et est-ce que ce petit personnage, ce tout petit personnage, voilà. C'est sa signature? Non, pas du tout. Non, elle dit qu'elle l'a fait pour faire rire ses enfants. Ah ok, d'accord, voilà. Ça marche. Voilà. Si tu veux, mais oui, c'est plutôt. Ce tableau est bien après Mountain Group, mais on peut parler de Mountain Group. On peut parler de Mountain Group. Et moi, j'aurais juste une petite question, parce que c'est vrai que toutes ces toiles, elles sont assez violentes. Il y a quand même beaucoup de sang, etc. Et est-ce qu'il y a certaines toiles qui sont plus optimistes? Parce que c'est vrai que là, la vision du monde, et d'ailleurs qui est dans cette toile aussi, est assez pessimiste. Je ne sais pas si c'est une question de blanc ou de noir et de pessimiste, optimiste. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Et voilà, donc là, pour reparler de cette œuvre qui est l'affiche de l'exposition, Mountain Group, donc on revient quelques années plus tôt, puisqu'on est de nouveau en 2018, et on voit des personnages en train de pousser en haut d'une montagne une figure qui est un peu comme une sorte de ballon gonflé, d'objets de plage. On a l'impression qu'ils essayent tous de tenir en haut de cette montagne, et puis en fait les échelles ont été tirées, et donc de toute évidence ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Vous avez cette figure de peintre là dont on parlait, les doigts qui évoquent Philip Guston, les oiseaux qui vomissent du sang, parce qu'il y a aussi une conscience du monde, donc une conscience écologique dans son travail. Et donc voilà, et donc tout est mêlé en fait. C'est une tour de Babel, mais c'est une tour de Babel catastrophe, mais peut-être ils vont se parler quand même. Et je crois que sa peinture est vraiment la reine de toutes les complexités du monde. Eh bien, je crois que c'est le Boatman, moi, mon œuvre préférée. Enfin, je sais pas, donc j'ai plein d'œuvres préférées. J'aime beaucoup Sai aussi. J'aime beaucoup Mountain Group. Les grands tableaux, là, sont des morceaux de peinture extraordinaires. Enfin, c'est difficile de dire une œuvre préférée. Et moi, mon œuvre préférée, on n'a pas pu la montrer durant live parce qu'il y a un peu de nudité. Mais je crois que c'est The Presenter, c'est ça? Oui. Et du coup, c'est une femme qui prend la parole lors d'un TEDx. Et en fait, elle est à moitié nue et en fait, on a l'impression qu'elle n'arrive pas à parler, etc. Et c'est vrai que ça m'a fait penser aussi au cauchemar que j'avais quand j'étais jeune, où j'allais à l'école toute nue.
mais aussi le fait d'avoir peur de prendre la parole en public, c'est quand même mon cas, donc je suis assez contente de faire ce live avec vous. Mais oui, donc ce tableau, il m'a fait direct penser à moi. Donc voilà. Mais il faudra venir voir l'exposition qui se termine le 11 février. Voilà. Merci beaucoup à tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on peut terminer le live sur ça du coup? Super, bah, merci beaucoup et à très bientôt. Merci.